RMC, After Marseille. Nicolas Villas. Et on est là comme chaque semaine en podcast, en vidéo sur la chaîne YouTube de l'Afterfoot, sur l'Afterfoot TV également. Et tu t'abonnes, hein, tu lâches tes likes, tu lâches tes commentaires. Et on est avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut, ça va Rémi? Ouais. Roule, bah, j'espère que ça va. On est avec notre correspondant à Marseille également, Florent Germain. Salut Flo. Salut les amis, salut à tous. Tout va bien? Ça va, je suis au Vélodrome au moment où on enregistre arrête. ce podcast. Et alors? Quasiment tout seul au Vélodrome, seul au monde. Écoute, oui, parce qu'on enregistre ce vendredi. J'ai à mes côtés un Eric Dimeco tout élégant qui sera de l'inauguration de cette fameuse statue qui va notamment représenter Eric et d'autres joueurs en train de lever la coupe, de soulever la coupe aux grandes oreilles. Donc une belle statue sur le parvis Bernard Tapie, comme il sera nommé dans un instant. C'est une statue, la statue en hommage à Bernard Tapie, vous aurez compris le principe quand même. Voilà. Et ben on y va pour cet After OM. L'OM est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine et à l'issue de la victoire au Havre, on a demandé à Mehdi Benatia, le directeur sportif des Marseillais, s'il était heureux ou soulagé après cette qualification pour la C1. Tout à l'heure, on m'a posé la question si j'étais heureux ou soulagé. Et malheureusement, ici, c'est que du soulagement. Heureux, peut-être que je serai heureux dans 10 ans. Une fois qu'on se rappellera, comme j'ai pu l'être après des matchs dans ma carrière où on s'est dit putain, ce match-là, il m'a rendu fier, il m'a rendu heureux. Aujourd'hui, je ne suis pas heureux, aujourd'hui, je suis juste soulagé. C'est ça qui est malheureux, mais c'est comme ça. Alors c'est malheureux mais c'est comme ça. Alors il dit quand même le mot malheur plus d'une fois, Mehdi Benatia. Il explique aussi à Marseille on ne peut pas dormir tranquille. Flo, il n'y a pas encore point d'interrogation, de joie chez les dirigeants marseillais. On a l'impression que l'ambiance elle demeure un peu tendue encore. Oui, alors après, si tu avais pris la petite story Instagram où il fait du joule et il fête la calife dans sa voiture, tu m'aurais peut-être dit, dis donc, ils sont en folie les Marseillais. Non, je plaisante parce que ce passage-là, je pense qu'il résume le mieux l'état d'esprit des dirigeants. C'est vrai qu'il y a plus de soulagement que de joie ou d'euphorie parce que en fait la pression était forte, était très très forte d'être en Ligue des Champions. On le sait par rapport aux investissements consentis cet été, une petite pression peut-être du propriétaire Frank McCourt qui ne se serait pas vu une nouvelle année sans Ligue des Champions. Donc oui, je reconnais que j'ai pas été surpris quand j'ai entendu que Mehdi Benatia dire qu'il était surtout soulagé et qu'après il allait avoir un bilan obligatoire de fin de saison côté dirigeant, côté entraîneur, sûrement côté joueur pour savoir ce qui n'a pas été. Donc c'est vrai qu'une saison à Marseille c'est long, c'est pas un long fleuve tranquille et on l'a ressenti dans cette dette là de Mehdi Benatia. C'est vrai qu'on a souvent eu tendance à dire, et d'ailleurs De Zerbi l'a dit également, notamment quand il parlait de ces joueurs il est arrivé, mais Rémi, être joueur, enfin être dirigeant, être n'importe quoi à l'Olympique de Marseille, c'est un métier différent d'un autre club. Oui, parce que c'est éreintant avec la pression, avec tout ce qui va avec, la pression interne, externe, la concurrence avec le PSG et puis les autres gros clubs, parce qu'on voit que la saison dernière, justement, il n'y en a pas eu finalement pour Marseille. Malheureux, enfin dans le mauvais côté pour Marseille. Là, il y a encore une lutte avec Monaco, parce qu'on rappelle que Marseille peut encore terminer 3e. Ils sont 2e là, mais ça dépendra aussi du résultat de Monaco. Mais en tout cas, Marseille a son sort entre les mains. Et c'est un peu le même son de cloche d'ailleurs chez Roberto De Zerbi après cette victoire face au HAC. Il était lui aussi tiraillé, l'entraîneur marseillais. Sono molto contento. Je suis très très content pour les joueurs, le club, les supporters, pour toute la ville de Marseille qui est une ville spéciale, une ville qui vit pour le football. Faire du foot à Marseille est une chance, un honneur, mais aussi un fardeau parce que c'est plus difficile ici qu'ailleurs. On mérite d'atteindre la Champions League et on veut terminer à la 2e place. Voilà, et là encore, il y a le mot honneur et le mot fardeau, Flo. Franchement, on les sent vraiment éprouvés quand même, les Marseillais. On sent que la saison a été longue quand même pour eux. Je suis là. Oui, très longue, peut-être douloureuse, peut-être compliquée, irrégulière. Je pense qu'on a dans cette dette-là un condensé des sentiments de Roberto De Zerbi, qu'on a vu d'ailleurs en conférence de presse ce vendredi avant OM Rennes. Et c'était dans la moitié de la conférence de presse un peu déjà l'heure du bilan et on sent qu'il a besoin de se poser. Je pense de se reposer aussi.
parce que toutes ces déclats-là, les gars, elles sont faites aussi dans la tension nerveuse qu'implique un match au Havre, qu'implique une fin de saison. Tout le monde est fatigué et je ne sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais des fois, quand tu prends 15 jours de repos, tu vois les choses un peu de manière plus détendue, plus posée, plus calmement. Et j'ai le sentiment qu'on a surtout des hommes qui ont beaucoup donné, parce que ce qu'on ne peut pas enlever aux dirigeants de l'OM ou à cet entraîneur Roberto De Zerbi, c'est qu'on a des personnages qui ont le sang chaud, qui ont du caractère et qui se donnent à fond sur leur mission. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, quand tu es coach, c'est toujours le cas. Peut-être, mais peut-être que tout le monde n'a pas ce caractère un peu sulfureux que peuvent avoir ceux qui composent le board ou le staff de l'OM. Donc je pense que tout le monde a besoin un petit peu de calme et de repos. Et si j'ai un conseil à leur donner, c'est de ne pas faire le bilan dimanche ou lundi. C'est de se prendre une petite semaine et à tête reposée après de se voir pour éviter les mots peut-être que je trouve exagérés. Un fardeau d'entraîner l'OM. C'est compliqué, c'est sûr que c'est pas un club tranquille, mais malgré tout, comme le dit un Eric Dimeco qui est à mes côtés, je le disais au moment où j'enregistre, à Marseille tu peux pas faire que les mariages, tu fais aussi les enterrements et parfois la pression elle est dure à supporter, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce club. Ouais, et des fois il y a même des mariages où la pression elle est pire que pour les enterrements, mais ça on n'en parlera pas maintenant. Rémi, si les Marseillais sont soulagés, c'est parce qu'ils retrouvent la Ligue des Champions, et mine de rien, on l'avait déjà d'ailleurs effleuré un sujet dans les précédents épisodes, mais c'est pas une habitude ces dernières saisons pour l'OM d'être en Ligue des Champions, loin de là. Non, seulement 2 qualifications et participations à la Ligue des Champions sur les 12 dernières saisons, 3 si on compte celle de cette année pour la saison prochaine. Surtout, l'OM n'est plus allé au-delà de la phase de groupe de Ligue des Champions depuis 2011-2012 où ils avaient été en quart, parce qu'à chaque fois ça s'est arrêté en phase de groupe, et on se souvient notamment de la dernière fois où face à Tottenham et un but de Pierre-Emile Holberg d'ailleurs, qui avait annulé toutes les chances de qualification pour une Coupe d'Europe ensuite, puisqu'ils avaient leur destin entre leurs mains pour se qualifier en Europa League. Finalement, c'était même pas la conférence. Et d'ailleurs, on va se poser la question, est-ce que factuellement De Zerbi a fait mieux que Villas-Boas et Sampaoli d'ailleurs, qui sont les 2 derniers qui s'étaient qualifiés pour la Ligue des Champions aussi? Est-ce que du coup, Flo, on aurait peut-être même pu intituler cet épisode comme ça, est-ce que le fait que Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions cette saison, c'est un exploit? Non. Enfin, pour moi, non. Après, chacun le verra à sa guise. Roberto De Zerbi, effectivement, lui, a parlé de petits miracles parce qu'il il défend son bilan. Il sait qu'en interne, parfois, ça a été un petit peu plus mouvementé peut-être que ce qu'il n'attendait. D'ailleurs, il répète souvent que tenir 2-3 saisons, c'est compliqué à Marseille. Il nous a souvent pris à partie en disant posez-vous la question, pourquoi les coachs s'en vont si rapidement, donc Tudor, Sampaoli, pour ne citer que. Mais pour moi, quand tu regardes après, faut se baser aussi sur du concret. Quand tu regardes l'effectif de l'Olympique de Marseille, avec effectivement ce paramètre que pour moi c'est peut-être plus difficile quand tu es à l'OM parce que la pression est là, effectivement tu es toujours très attendu, on est des passionnés de foot, donc ça nous arrive quand même de voir un match de Monaco à l'extérieur, un match de Nice. Bon, c'est sûr que c'est pas, t'as moins l'impression que peut-être le stade est aussi plein, que l'équipe adverse joue l'un des matchs de sa saison. Alors peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça, mais on a quand même le sentiment que oui, à Marseille ça peut être un peu plus dur, mais quand tu vois l'effectif de l'OM, pour moi il est taillé pour le podium, point barre. Ça aurait été un échec de ne pas être sur le podium cette saison, donc tu peux pas dire que c'est un miracle si tu te qualifies en Ligue des Champions. Tu dirais que c'est un exploit ou pas, toi, Rémi? Oui, parce que alors quelque part oui, parce que quand tu regardes d'où Marseille partait la saison dernière, saison blanche avec un effectif remanié, bon ça c'est comme chaque année avec un nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu et mine de rien pas mal d'arrivées, mais ça on va en reparler, en mouvement au niveau du mercato, tu dis que la mayonnaise elle n'était pas sûre de prendre, donc là c'est plutôt cool ce qui se passe. Après, c'est sûr que quand on rentre dans les détails et notamment les chiffres, on s'aperçoit que c'est pas forcément un exploit. Justement, on va rentrer. Si tu remontes, c'est sûr que si tu remontes, Rémi, à l'été dernier, c'est sûr que tu pars de tellement loin que forcément, si il y a un an, on avait dit aux supporters de l'OM, vous inquiétez pas, vous allez avoir Rabiot, Greenwood, Højbjerg, Rouli, etc. dans votre équipe. Bon, déjà, il n'y aurait pas cru. Et effectivement, le gap paraît assez profond quand même entre la saison passée où il y a quand même eu une demi-finale de Ligue Europa, ne l'oublions pas, et cette saison. Mais pour moi, quand tu regardes l'effectif, c'est un effectif podium.
Alors, il y a souvent l'argument économique qui sert d'explication, voire d'excuse pour les clubs, y compris à l'OM, et pas que l'OM, loin de là. Est-ce que finalement l'OM est à sa place, Rémi, au regard des récents investissements réalisés par le club ? Si on regarde les clubs les plus dépensiers en 2024-2025, donc cette saison, Marseille joue l'Europa League, puisqu'ils sont 4e au classement, 110 millions dépensés. C'est derrière Lyon, 148, et derrière Rennes, 2e, 155, et le PSG premier avec 240 millions d'euros dépensés. Et au niveau du budget, en revanche, ils sont à leur place. Là, ils sont à leur place, et leur place actuelle, la Ligue des Champions est 2e, parce qu'au niveau des budgets de cette saison en Ligue 1, Paris est premier avec 860 millions, Marseille 2e avec 275, Lyon 3e avec 240. C'est vrai que finalement, Flo, on peut regarder les choses de deux façons, c'est-à-dire de se dire l'OM a le 2e plus gros budget de Ligue 1, donc qu'il soit finalement sur le podium, c'est logique financièrement parlant. Et puis d'un autre côté, quand on voit les investissements réalisés par les clubs de Ligue 1 cette saison, c'est pas le club le plus dépensier pour autant, quoi. Ça veut dire que l'OM a bien bossé et d'ailleurs moi il me vient à l'esprit une chose qu'on entend beaucoup et qui a du coup un rapport avec notre début de podcast où on dit qu'à Marseille il y a plus de pression qu'ailleurs. Les dirigeants de l'OM ils sourient, ils s'agacent ou en tout cas ils rappellent beaucoup qu'il y a des clubs, alors Rémi en a parlé, mais il y a beaucoup de clubs qui passent un petit peu à travers les mailles du filet quand il s'agit d'être critique par rapport à certaines saisons. Quand on voit les salaires qu'il y a en ce moment à Rennes, quand on voit comment Lens tout d'un coup est passé d'une saison où ils étaient en Ligue des Champions et puis tout d'un coup ça passe un peu aux oubliettes. Quand on voit certains matchs, Lyon, n'en parlons pas. Quand on voit certains matchs de Lille aussi, parce que Lille, on parle beaucoup des exploits en Ligue des Champions, mais si l'OM avait dans un match décisif pour la 2e ou 3e place affiché le visage que Lille a affiché lors du Lille-OM à domicile, je veux dire, Marseille, les supporters marseillais, ils ne s'en seraient pas remis, parce que le visage affiché par Lille contre Marseille, alors que c'était une possibilité d'accrocher la 2e place pour Lille. Donc on a le sentiment que parfois, certains clubs, parce que c'est pas l'OM, c'est pas la pression de l'OM populaire médiatique, ça passe, on va en parler vite fait au détour d'une émission, mais on va pas en faire des caisses. Et c'est le sentiment un petit peu à Marseille que des fois, on en fait beaucoup, d'où cette pression qui lâche pas les basques de l'OM, quoi. Alors maintenant, Rémi, si on compare l'OM de cette saison à celui de Sampaoli et Villas-Boas en termes d'investissement, là en revanche, il n'y a pas photo. Marseille est à sa place sur le podium finalement. Ouais, au niveau des recrues, par exemple, de l'OM cette saison, on va voir que l'OM de De Zerbi a acheté autant que celui de Sampaoli et de Villas-Boas. Réunis, voilà. Et a aussi vendu plus que les autres. C'est la 2e saison de l'OM en termes d'investissement, mais on va vous donner les chiffres. Par exemple, sous Villas-Boas, Marseille avait dépensé 27 millions et vendu 27 millions pour un budget de 110 millions. Sous Sampaoli, Marseille achète pour 54 millions de recrues, en vend pour 8 pour un budget de 250 millions. Et enfin, pour De Zerbi, l'OM a acheté pour 110 millions d'euros, vendu pour 101 millions d'euros pour un budget total de 275 millions d'euros. Voilà, alors c'est vrai que là, quand on voit ces chiffres-là, on se dit quand même, Flo, il y a une certaine logique. Ouais. Il y a une certaine logique, oui, mais déjà c'est intéressant, ça permet de mettre un peu en perspective. Après, les saisons ne sont pas forcément les mêmes. Il y a le Covid, voilà. Oui, parce que mais il y a aussi le fait que avec la transition Sampaoli-Tudor, on est quand même sur une saison où tu te prépares à jouer la Ligue des Champions. Ouais. Donc on pourra peut-être comparer le mercato estival de cet été avec celui justement qui précédait la saison Tudor. Mais je trouve ça intéressant. Oui, effectivement, l'OM a pris des risques et peut-être que c'était inattendu, je pense, que ce soit dans ces proportions parce que c'était pas gagné honnêtement. Moi, je pensais pas que Franck McCourt à la fin de la saison dernière remette autant d'argent et valide quelque part ces risques financiers pris sur le marché des transferts. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait une pression qui était très très forte. Moi, je sais pas ce qui serait advenu de l'avenir des dirigeants de l'OM s'il n'y avait pas eu de qualif cette saison. Et alors, quand on regarde cette saison plus précisément, Rémi, on voit quand même l'OM a été hyper agressif sur le mercato. Ils ont vraiment injecté de l'oseille. J'ai envie de dire comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude. Parce que quand on regarde dans l'historique des plus grosses recrues de l'histoire de l'OM, il y en a 3 qui sont dans le top 8 des plus grosses recrues. Il y a évidemment Eli Wahi, acheté pour 27 millions d'euros cet été. Il y a Greenwood, acheté pour 26 millions. Et Amine Gouiri, acheté cet hiver pour 19 millions. La recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, c'est évidemment Vitinha,
Vitinha pour 32 millions d'euros. Alors, c'est vrai qu'on se dit, alors en plus c'est sur une année qui n'est pas une année européenne en plus, Flo, mais là j'en reviens au début de cet épisode, quand on voit ces chiffres-là, on peut comprendre le soulagement et finalement le sentiment de souffrance qu'ont pu éprouver les dirigeants et le staff marseillais. Enfin, il y avait un gros risque financier qui était pris quand même en début de saison. Gros risque financier et donc confiance de Franck McCourt envers Pablo Longoria et Mehdi Benatia. La relation est fluide entre ces deux dirigeants et le propriétaire, mais évidemment à un moment donné Franck McCourt demande des comptes, donc il fallait qu'il y ait une qualif en Ligue des Champions. Dès que ça a été assuré du côté du Havre, il y a eu un échange téléphonique, une visio même je crois, pour que Franck McCourt les félicite et leur annonce que c'était les bons choix cet été, qu'à un moment donné il fallait repartir sur des bases ambitieuses, que de toute façon à Marseille on n'avait pas le choix. Et puis après ça va au-delà de l'investissement purement financier, c'est-à-dire que quand tu fais venir et tu réussis à convaincre des joueurs comme Pierre-Emile Højbjerg, comme Adrien Rabiot, peut-être Mason Greenwood également, enfin certains tauliers, tu leur vends un projet et tu leur vends la Ligue des Champions la saison suivante. Donc ces joueurs-là prennent également aussi alors évidemment, ils ont des conditions financières qui sont intéressantes, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas attirer ces joueurs-là si tu ne mets pas le prix, mais tu leur vends également un projet. C'est pas uniquement, tu vas voir, le Vélodrome c'est sympa, 66 000 personnes. On va être ambitieux, on va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et tu verras une année de Coupe du Monde, tu seras à l'OM dans un club à pression et tu vas jouer la C1. Et quand tu atteins cet objectif, tu sais que tu peux regarder ces joueurs-là droit dans les yeux, leur entourage également, et montrer que tu as tenu tes promesses. Donc c'était aussi sportif cet investissement et cette obligation d'y être. On va continuer dans la comparaison de cette OM version de Zerbi à celui de Sampaoli et Villas-Boas qui s'étaient eux aussi qualifiés pour la Ligue des Champions. On va évoquer un peu plus le terrain maintenant. C'était qui les tauliers de l'OM, époque AVB et Jorge Sampaoli? Alors époque AVB, celui qui avait joué plus de minutes, c'est évidemment Steve Mandanda. Celui qui avait disputé le plus de matchs, c'était Bounassar. Et le meilleur buteur était Dimitri Payet avec 12 buts. Sous Sampaoli, c'est Saliba qui a disputé le plus de minutes. En revanche, le plus de matchs, c'est Guendouzi, 56. On rappelle qu'il y avait aussi la Coupe d'Europe à l'époque et la Coupe de France, tout ça. Le meilleur buteur c'était Milik avec 20 buts, et enfin sous De Zerbi c'est Rouli, évidemment le gardien, qui a disputé le plus de minutes, Greenwood et Luis Enrique qui ont disputé le plus de matchs, 35, et évidemment Greenwood le meilleur buteur du club cette saison avec 20 réalisations. On a souvent une mémoire immédiate, Flo, mais lequel de ces trois OM tu trouvais le plus fort sur le papier? Et peut-être pas que sur le papier d'ailleurs, également sur le terrain, quoi. Je peux te faire une confidence? Vas-y. Depuis que tu as envoyé cette question, j'arrive pas à trouver la réponse. Moi je trouve, parce que quand on se replonge, on se remet dans le passé, c'est pas évident en vrai. Moi j'ai envie de te dire que c'est celui de Sampaoli avec Saliba, Guendouzi, je trouve. Alors je sais pas, je parle sous le contrôle de Flo. En tout cas défensivement, il y a pas photo, ouais. Ouais, mais il y avait plus de, si tu veux, de caractère. J'ai l'impression qu'il y avait plus de confiance. Autant cette saison, l'OM, tu pouvais te dire qu'il passait au travers d'un match comme c'était le cas à Reims contre Auxerre. Autant je trouve sous Sampaoli avec Guendouzi et avec Saliba qui était vraiment le patron de la défense, tu te disais ok, t'as une sorte de méforme qui est très haute quand même. Ouais. Pour moi, ils sont jamais passés à côté d'un match. Alors je vais répondre de manière différente du coup. Je suis d'accord avec Rémi. Non mais je suis d'accord avec Rémi dans le sens où je pense que l'OM de Sampaoli avec effectivement en plus Milik, et pourtant Milik n'était pas enfin il était titulaire, mais c'était un peu compliqué la relation avec Jorge Sampaoli. Mais effectivement cette équipe là, je pense qu'elle a fait une saison où elle était presque plus impressionnante que cet OM actuel. Mais l'OM actuel, cet effectif et les promesses qu'il y a avec, je l'espère, que Roberto De Zerbi s'inscrive dans la continuité avec donc les joueurs qui sont déjà là. Je pense qu'il est encore plus prometteur cet effectif que ne l'était celui de Sampaoli. Je pense que 2-3 retouches et tu peux faire vraiment une équipe encore plus forte que ce qu'il y avait avec l'Argentin. En revanche, c'est un secteur de jeu dans lequel il n'y a pas photo entre l'OM de De Zerbi et celui d'AVB et de Sampaoli, c'est l'attaque. Là, franchement, il explose les stats. En fait, c'est les deux surfaces, puisque sous De Zerbi, l'OM marque 2,14 buts par match. C'est la meilleure moyenne de buts marqués par l'OM depuis la saison 83-84, soit plus de 40 ans. En revanche, défensivement, c'est la 4e pire moyenne défensive, donc de buts encaissés sur la saison 2025-2024 depuis la saison 84-85. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas photo. En termes de jeu, c'est vrai que l'approche de Zerbi, alors souvent, et d'ailleurs on l'a souvent dit ici aussi et dans l'after, etc., mais il y a un vrai déséquilibre cette année, mais j'ai envie de te dire, le truc kiffant là-dedans, c'est qu'on voit des buts au moins, quoi.
On voit des buts et surtout on voit malgré tout, on devine vraiment ce que veut inculquer Roberto De Zerbi à son équipe. On le devine sans le voir à tous les matchs. Et j'ai aimé ce vendredi l'honnêteté de Roberto De Zerbi qui a dit pour moi, en termes de qualité de jeu, j'ai pas réussi vraiment à donner ce que j'aurais aimé donner. En gros, il a expliqué que sur l'ensemble de la saison, il y a peut-être 3-4 mois au maximum pendant lesquels il a estimé que son OM vraiment avait joué d'une manière qui lui ressemblait, en tout cas qui lui convenait. Mais je pense qu'il en veut plus. Quand tu compares par exemple avec Jorge Sampaoli, au bout d'un moment ça ronronnait, mais moi je me souviens de Paul Lopez, il était au milieu de terrain. Il y a quand même eu une manière de Jorge Sampaoli d'arriver et de dire moi je vais jouer comme ça, possession, et vous allez voir mon gardien il sera à la ligne médiane. Et bon, les supporters ont pris une claque avec Jorge Sampaoli. Ils ont pris une claque après avec Tudor dans l'intensité. Je pense qu'ils l'ont moins pris cette claque avec Roberto De Zerbi, mais que malgré tout, les gens ont envie de le voir à l'œuvre avec un effectif encore plus à sa patte et encore plus renforcé par cette Ligue des Champions. Alors, autre grosse différence entre l'OM de De Zerbi et celui de Villas-Boas et de Sampaoli, c'est le nombre de compétitions jouées. C'est-à-dire que l'OM de De Zerbi est celui qui a joué le moins de compètes, mais pas le moins de matchs pour autant, parce qu'on rappelle, l'année AVB, c'est l'année Covid. Hein. Ouais, oui. C'est l'année Covid avec en tout 33 matchs joués. Il y avait les 28 de Ligue 1, puisque la saison s'est arrêtée en cours de route à cause du Covid. 4 matchs de Coupe de France, 1 de Coupe de la Ligue, pas de Coupe d'Europe sous Sampaoli. Et on rappelle que sous AVB et sous Sampaoli, c'était une Ligue 1 aussi à 20 clubs, ce qui aussi te montre qu'il y avait plus de matchs. 38 matchs de Ligue 1 pour Sampaoli, 4 de Coupe de France, 14 de Conference League, soit 58 matchs en tout. Et sous De Zerbi, en gros, c'est 35 matchs pour 33 de Ligue 1 et 2 de Coupe de France. Ouais, et d'ailleurs, autre chose également, puisqu'on est toujours dans la comparaison De Zerbi par rapport à AVB et Sampaoli, il l'a dit après la qualif en Ligue des Champions face au Havre, la saison elle n'est pas finie, il veut viser la deuxième place, et d'ailleurs s'il veut faire aussi bien qu'eux, il faut qu'il termine deuxième. Hein. Ouais, exactement, parce que Villas-Boas avait terminé deuxième de Ligue 1 et en quart de finale de Coupe de France, comme exactement Sampaoli, deuxième de Ligue 1 et quart de finale de Coupe de France, alors qu'on rappelle que Marseille de De Zerbi s'est fait éliminer en 16e de finale contre Lille et qu'il peut encore terminer troisième si Monaco gagne et que Marseille perd. Et c'est vrai que l'Italien il a beaucoup insisté là-dessus, Flo, il veut terminer deuxième. Il veut terminer deuxième parce qu'il estime que c'est la place de l'OM à laquelle Marseille a été en gros les trois quarts de la saison. J'ai pu échanger un petit peu avec Mehdi Benatia ce vendredi en marge de la conférence de presse de Zerbi, et lui il estime pour les mêmes raisons, parce que Marseille a passé une grande partie de l'exercice à cette deuxième place, qu'il doit finir deuxième parce que tu prouves que tu es la deuxième meilleure équipe française, et surtout si Paris gagne la Coupe de France, tu peux jouer le trophée des champions et donc potentiellement tu es à 90 minutes d'un titre. Alors ça resterait un trophée des champions, mais Marseille en ce moment prend tout pour ce qui est du palmarès. Donc voilà, les joueurs aussi, les joueurs parlent énormément de cet objectif deuxième place, et je pense que ça va être dur de leur enlever, parce qu'ils sont ultra motivés à bien finir la saison contre Rennes. Vous savez qu'ils sont partis pour la plupart à Madrid pour fêter la Ligue des Champions, mais bon, c'était un jour et demi ou deux, donc c'était plus pour la cohésion à nouveau d'un effectif et un groupe qui vit bien et qui finit la saison de manière très cohérente. Donc ils sont vraiment déterminés à battre Rennes ce samedi. Merci beaucoup Flo Germain, merci à toi Flo. Merci les amis, à bientôt. Merci Rémi Dumont, on remercie Roxane Lakouska à la production, toutes les équipes techniques, à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Marseille.